sur la question de la dignité de la femme et la gestation pour autrui. Je voudrais parler d'abord sur la question, la position en France, vite fait, et deux points à traiter, vite fait aussi, sur la marchandisation des corps des femmes et de l'enfant, en fait, l'enfant à naître par une GPA, et ensuite la responsabilité de la philosophie moderne sur cette situation actuelle. Donc, si je me limite sur la situation française, je voudrais seulement me référer au rapport de synthèse des comités consultatifs nationaux d'éthique, CCNE, publié le 2 juillet 2018. Selon ces rapports, la pratique de GBE est considérée comme une marchandisation du corps de la femme, mais aussi de l'enfant. De reste, même si deux GBE non rétribués existent, altruistes existent, il n'y a pas de GBE éthique, car on ne donne pas plus un enfant qu'on les fonde. Certains citoyens insistent, en outre, sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, toute GBE implique un abandon de l'enfant par la mère porteuse. La reconnaissance à l'état civil des enfants nés par GBE à l'étranger est également évoquée dans ces rapports. Plusieurs contributions y sont favorables. Enfin, la solution d'une GBE éthique ou altruiste pour indication médicale dans les cas particuliers des femmes infertiles ne fait pas consensus, car la GBE ne peut pas être un acte médical. Par ailleurs, et c'est bien fait, la loi française sur la bioéthique de 2021 maintient l'interdiction de la GBE, qui a été réaffirmée lors des débats du Parlement. Deux points à traiter dans mon intervention. D'abord, marchandisation des corps de la femme et de l'enfant. Et ça, c'est contre la dignité, le principe de la dignité. Ensuite, je dirai quelques mots sur la philosophie moderne et la problématique actuelle des GBE. D'abord, en ce qui concerne la marchandisation des corps de la femme. Presque toutes les pratiques de GBE qui se réalisent souvent via un contrat comprenant un engagement de la femme gestatrice à faire naître un enfant en contrepartie d'une somme d'argent qu'elle reçoit de la femme ou du couple receveur pose la principale problématique éthique des marchandisations du corps de la femme. En fait, dans ces contextes, un tourisme procréatif s'est développé au fil des ans dans les domaines de la gestation pour autrui, à tel enseigne que cette dernière est devenue une industrie florissante dans certains pays, surtout l'Inde et les Philippines. Ces opérations marchandes sont, sans nul doute, l'expression d'une réification des corps des femmes tendant à choisifier ces dernières et à les transformer en un objet marchand et non une personne humaine jouissant d'une dignité inaliénable. Dans de nombreuses situations, l'appréciation des caractères volontaires, libres et éclairés de la femme gestatrice
s'avère complexe du fait de la précarité de cette dernière et des pressions exercées sur elle par sa famille et son milieu social. Quoi qu'il en soit, la pauvreté constitue un facteur capital dont pourrait résulter de facto une instrumentalisation de la femme gestatrice, en ce sens que son consentement à la GBA peut être faussé par les besoins d'argent, ce qui va à l'encontre de l'impératif catégorique exprimé par le philosophe Kant comme participant des principes d'autonomie et qui se résume dans sa célèbre maxime agit de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne d'autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais comme un moyen. Dans ce cadre, de nombreux auteurs pensent en fait que la gestation marchande pour autrui relève d'une nouvelle forme d'esclavage, voire d'une incarnation spectaculaire de l'aliénation, de la choisification de la femme, ce qui la rapproche de la prostitution. À travers cette procréation pour autrui, la femme gestatrice se transforme dans son corps en tant que matière première. Cette situation se concrétise davantage dans une gestation où les conditions de vérification de la validité du consentement des mères avortées ne sont pas réunies. D'autre part, le légitime intérêt que les parents d'intention portent à la bonne fin de la grossesse peut constituer des faits une atteinte à l'autonomie de la femme porteuse, à sa vie privée ou au droit d'interrompre sa grossesse dans les limites qui lui sont autorisées. En l'occurrence, les États-Unis font prévaloir une certaine liberté contractuelle qui permet aux parents d'intention d'obliger les femmes gestatrices à observer certaines exigences qui portent sur la vie personnelle de ces dernières, le régime alimentaire, leur activité sportive, leur vie sexuelle, etc., voire également la question d'avortement en cas d'anomalie foetale et la décision abandonner aux parents d'intention. Ces exigences contractuelles imposées aux femmes gestatrices s'ajoutent aux atteintes à leur intégrité physique et psychologique, dans la mesure où la procréation pour autrui peut engendrer des risques pour leur santé, que ce soit pendant la grossesse, à l'accouchement et après la naissance. Tous ces présupposés postulats de réification du corps des femmes viennent empirer la vulnérabilité des enfants qui sont issus de la gestation pour autrui. Il s'agit des problématiques touchant à la fois les statuts de ces enfants, leur bien-être, mais aussi leur filiation. Malgré les multiples questions éthiques et juridiques qui suscitent la pratique de gestation pour autrui, elle n'a pas été jusqu'à aujourd'hui encadrée au niveau international par un texte spécifique contraignant. En outre, malgré cela, la pratique de la GBA ne peut se prévaloir d'un vide juridique au niveau international, dans la mesure où la plupart des instruments internationaux des droits de l'homme et tout particulièrement la Déclaration universelle des droits de l'homme du 16 décembre 1948, article 1er, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, préambule, font référence à la dignité humaine, qui constitue une valeur matricielle dont dépendent tous les autres droits de l'homme et qui est inhérente à tous les membres de la famille humaine. En fait,
Cette notion de dignité humaine qui exprime une exigence de non-instrumentalisation de l'être humain, comme c'est la ressort de la célèbre formule kantienne déjà dit, se retrouve aux antipodes de ce que la JBE implique quand elle est appliquée sur une femme gestatrice dont la seule motivation est de se faire monnayer par une somme d'argent qui couvrira ses besoins financiers le plus rudimentaire. C'est une sorte d'instrumentalisation de la personne humaine qui s'exerce par les parents d'intention de futurs enfants à naître sur la femme porteuse en vertu d'un contrat de gestation qui ne laisse aucune possibilité pour cette dernière de garder l'enfant après sa naissance. La deuxième partie, deuxième point que je voudrais invoquer, c'est la responsabilité. La responsabilité de la philosophie moderne de cette situation actuelle, non seulement dans la JBE, mais aussi dans tous les domaines de la bioéthique. Selon le concept moderne en fait d'humanisme, on affirme qu'on a en soi-même sa propre raison d'être et sa fin, ou qu'on est la mesure de toutes choses. D'autre part, la postmodernité est en fait le résultat nécessaire des prémices de la pensée moderne. Il y a donc une continuité et non point une rupture. C'est à partir de l'idée de l'homme sans appartenance et de la négation de la dimension métaphysique de l'existence humaine que la postmodernité a réalisé l'humanisation définitive des phénomènes juridiques. En effet, le projet de la philosophie moderne est un projet qui remplace la nature par la culture. L'ordre ne reflète plus la nature des choses. Elle est un ordre fabriqué et imposé sur l'ordre naturel. Dans ce monde artificiel, l'État tend à créer un système positif fabriqué et à l'imposer. L'histoire de la modernité est donc l'histoire des conflits entre l'existence naturelle et sa culture, c'est-à-dire entre nature et culture. Ces conflits constituent une source de la dynamique de l'histoire de la modernité et concrétisent en même temps sa crise. Dans la société actuelle, le concept de l'homme est reformulé à l'image de la technologie et la culture tout entière est devenue servante de l'informatique. Il ne nous reste que l'impérialisme de la raison utilitariste qui veut arriver à la neutralisation de la morale, ou plutôt à une objectivité immorale. Nous sommes donc à l'étape de la refabrication de la nature. Cette étape trouve ses origines philosophiques chez Descartes, Condorcet et Bacon. Selon Bacon, il ne suffit pas que la technique imite la nature. Il faut qu'elle la dépasse en la modifiant, car il n'existe pas de différence essentielle entre choses naturelles et choses fabriquées. Il résulte que la grande mission de l'homme est la modification de la nature par l'intermédiaire de la technique. Selon Descartes, l'essence de l'homme est la pensée. Je pense donc que je suis. L'homme en tant qu'esprit possède son corps en tant que matière. À partir de là, tout est possible dans le domaine de la bioéthique, dans le domaine de la procréation et l'ingénierie génétique. Vient ensuite le statut de droit, dans l'essence pragmatique qui domine actuellement. Le droit ne constitue pas un jugement des valeurs, mais il est plutôt un servant de la réalité. Le droit, ce n'est pas le devoir être, mais c'est l'être. C'est un servant de la réalité. C'est le résultat de la philosophie pragmatiste dans le domaine juridique. La pensée moderne sur la personne
est une pensée dualiste, notamment celle d'origine cartésienne. La vision cartésienne radicalise la distinction entre les deux principes constitutifs de l'humain, le corps et l'esprit. En revanche, donc, l'esprit domine le corps. L'approche dualiste a beaucoup influencé la philosophie moderne, qui a tendance à exclure le corps de la réflexion sur la personne. On la retrouve, par exemple, chez Locke, Hume et Kant. Pour ces derniers, la personne est identifiée à la possession des moi, à l'unité des sujets pensants. C'est grâce à l'unité de la conscience, à travers tous les changements que peuvent lui survenir, que l'homme est une personne. Par contre, dans la pensée traditionnelle, la personne n'est ni un centre spirituel isolé du corps, ni une manifestation du monde des idées, mais la totalité humaine, animée par un principe spirituel. Chaque personne est un moi spirituel qui subsiste dans la matière, un moi partiellement corporel. Elle est un corps au même titre qu'elle est esprit. Tout entier corps et tout entier esprit. L'homme est égal, le corps et l'esprit. Un corps plus esprit. Si on supprime un élément, l'homme n'existe plus. Donc, la vision moderne de l'homme a donné cette actualité du GPE. Je suis libre. Les libres dispositions du corps, c'est un principe moderne. Ce n'est pas du tout un principe classique. Donc, pour ne pas, déjà j'ai pris plus de temps, mais pour conclure facilement pour le moment, parce que je dois développer tout ça, je pourrais dire deux mots. En fait, la GPE concrétise la crise actuelle de nos sociétés respectives comme résultat final de la pensée moderne dans laquelle on vit l'étape de la réfabrication de la nature. Donc, tout est permis. Cette initiative de la Déclaration internationale d'abolition de la GPE est très importante pour représenter la conscience de l'humanité. Je vous remercie beaucoup pour cette initiative et je suis avec vous pour n'importe quelle déclaration pour la future.